Euh, Mesdames, Messieurs, depuis 41 jours, nous continuons à essayer d'analyser, de décortiquer la réalité de la guerre de Gaza depuis le 7 octobre avec l'assistance et la présence des experts chevronnés, bien connus. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir et l'honneur de recevoir notre conseiller de la plateforme d'information associative internationale de Genève, Dr Bassem Tahan, Dr Bassem Tahan, politologue bien connu. J'aimerais d'abord dire quelque chose, que malgré les menaces, malgré l'intimidation, malgré l'harcèlement, malgré les menaces, parfois même de la liquidation physique, soyez sûr, nous allons continuer notre chemin vers la vérité, rien que la vérité. Pour ces gens qui essaient jour et nuit à nous intimider, à nous harceler, à nous menacer, soyez sûr, vous êtes en train de renforcer notre volonté de continuer vers la vérité. J'aimerais bien aujourd'hui traiter le sujet de l'armée la plus morale du monde. L'armée la plus morale du monde. Une notion qui a sonné beaucoup dans des chaînes de télévision, surtout françaises, qui ont devenu un instrument de la propagande israélienne. J'aimerais bien commencer en admettant que les mouvements de la résistance palestinienne, ce sont des mouvements fascistes, des barbares, des sauvages. Admettons que les Arabes et les musulmans, tous les Arabes et les musulmans sont, sont des barbares, des fascistes, tout ce qui peut présenter le mal dans cette terre. L'armée israélienne, l'armée je m'excuse, l'armée la plus morale du monde, Sahel, à Gaza, où la moitié des bâtiments ont été détruits. Des blindés ont ravagé un parc nommé Katiba pour y creuser dans la terre une étoile de David géante. Le tout avec des fumigènes bleus et blancs couleur du drapeau israélien, filmés et diffusés en ligne. Israël prétendait qu'une base de centaines de terroristes avec des otages se cachait sous l'hôpital Al-Shifa, ce qui justifiait de tuer ses occupants, de débrancher l'électricité, l'électricité qui a alimenté les couffeuses, qui a alimenté la respiration artificielle des cancéreux, des femmes enceintes. Il n'y avait évidemment rien malgré l'instrumentalisation, malgré les scénarios de mensonges, les scénarios d'échecs, même au niveau euh, euh, de la mise en scène de quelques films mensongers. Mais les colons se sont filmés en train de planter un drapeau israélien sur l'hôpital, prouvant qu'il s'agit d'une opération d'annexion et d'élimination. Toujours à Gaza, des soldats se sont filmés en train de danser sur les ruines de la ville et à côté des cadavres nus. Il ne faut jamais oublier en 2010, une flottille de la liberté a mené de l'aide humanitaire à Gaza, alors déjà sous blocus pour les gens qui ont la mémoire courte. Le bateau avait subi une attaque israélienne faisant plusieurs morts et un monument avait été érigé pour les victimes. Il a été détruit et des soldats s'en vantent. Le Parlement de Gaza a été dynamité par Tsahal qui ont diffusé les images. Hôpitaux, écoles, habitations, lieux politiques. Il s'agit de tout détruire pour rendre l'endroit inhabitable à jamais. Gaza, Gaza, de la carte, d'après la déclaration de quelques ministres fascistes sionistes. En Cisjordanie, où
où l'autorité palestinienne a normalisé et normalise encore avec l'État d'Israël. Près de 200 civils ont été tués dans les raids incessants de colons et de soldats. Ce sont des pogroms racistes, fascistes caractérisés. Un monument en mémoire du président Arafat a été détruit comme d'autres lieux symboliques. Des milliers d'arrestations de Palestiniens ont lieu en Cisjordanie. Les soldats se sont filmés en train de rafler des hommes totalement nus avant de les charger dans des bus ou de les humilier, les yeux bandés en défaisant l'hymne israélien. Il ne faut jamais oublier aussi en 2009, lorsque Israël a obligé un enfant qui avait 9 ans avec une arme pointée sur sa tête de fouiller dans des sacs délaissés pour vérifier l'existence et présence des explosifs. Voilà l'armée, l'armée, l'armée la plus morale du monde, d'après les déclarations de plusieurs politiciens comme Habib Miyar, comme le directeur de la magazine des valeurs, etc. Qu'est-ce que vous dites, docteur Bassem Tahan, lorsque vous voyez l'agissement criminel de l'armée israélienne, surtout avec les incidents concernant l'hôpital Al-Shifa. Bonsoir, vous avez fait un résumé de beaucoup de choses atroces qui ont été faites, que ce soit dans Gaza, que ce soit en Cisjordanie. Alors, admettons, n'est-ce pas, qu'on va oublier le passé et dire que Tsahal, l'armée israélienne, est l'armée la plus morale du monde. Admettons. Très bien. Mais alors là, comment on va expliquer aujourd'hui, n'est-ce pas? On ne va pas plonger dans le passé, comme vous l'avez fait, en rappelant des faits, des choses très précises. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, que ce soit en Cisjordanie, que ce soit à Gaza? Et c'est là où on commence à se poser des questions. Parce que si vraiment ce comportement était si moral qu'on le prétend, pourquoi il y a tant et tant de manifestations de par le monde, surtout, j'insiste, aux États-Unis, alors que les États-Unis ont toujours soutenu Israël? Pourquoi il y a des réunions publiques au sein des campus des universités américaines, Harvard et d'autres, de tant de gens, même souvent des rabbins orthodoxes, ultra-orthodoxes, et qui Oui, on vous entend, Bassem Tahan. Oui. Alors pourquoi il y a tant de manifestations de par le monde qui contestent ce qu'on a appelé l'offensive terrestre? Et ce n'est pas uniquement aux États-Unis, pays alliés d'Israël. D'ailleurs, on dit que Israël représente la énième étoile sur le drapeau américain, n'est-ce pas, des États-Unis. Encore une fois, pourquoi tant de manifestations, un tollé contre ce qui se passe en Cisjordanie et surtout, je dis, à Gaza? C'est que le monde entier est choqué. Et ce n'est pas uniquement aux États-Unis, il y a aussi l'Europe. Il y a aussi, bon, vous allez me dire, le monde arabe, c'est normal, ce sont des Arabes par solidarité avec les Arabes. Je vous dirais, oui, mais il y a des pays qui ont normalisé leurs relations avec Israël. Et malgré cela,
dans ces pays qui ont normalisé, on a des manifestations, on a des gens qui élèvent la voix contre ce comportement inhumain que subit le peuple gazaoui. Donc, c'est qu'il y a des choses incontestables. Au début, vous voyez, les télévisions occidentales ne montraient pas les photos de ce qui se passait à Gaza. Mais petit à petit, ils ne pouvaient pas occulter tout ce qui se passait à Gaza comme bombardement d'hôpitaux, d'écoles. Et puis, n'oubliez pas, il faut ajouter à tout cela, n'est-ce pas, à la rue, dans le monde entier, il faut ajouter les responsables de l'ONU, des organisations internationales qui sont rattachées aux Nations Unies, que ce soit l'Organisation de la Santé, l'UNRWA, tout ce qui était relatif euh, à aider le peuple palestinien depuis la création d'Israël 1948. Alors, on nous dit qu'il y a tant, je ne veux pas rappeler les chiffres, mais il y a au moins une centaine d'agents de la santé d'une organisation internationale qui ont été tués. Et ça, ce n'est pas le Palestinien qui le dit. Ce sont les responsables, les employés internationaux. Donc, on ne peut pas mettre en cause leurs déclarations, voyez-vous. Donc, dire que Tsahal est l'armée la plus loyale, la plus honnête, la plus morale, très bien. Mais alors, expliquez-moi ce qui se passe. L'image, alors, il y a peut-être des raisons à cela. Une des premières raisons, c'est qu'il s'agit là d'une grande armée de réservistes qui, depuis longtemps, n'ont pas été sous les armes, comme on dit. Et qui, justement, parmi eux, il y avait des gens qui contestaient, donc il y avait un malaise à l'intérieur d'Israël concernant la réforme juridique que mène Netanyahou. Maintenant, personnellement, je crois que ces horreurs qui ont été commises à Gaza sont très liées à la politique de Netanyahou et à son gouvernement de la droite, l'extrême droite. C'est un peu pour trouver une issue, une sortie honorable pour quelqu'un qui a perdu la face politiquement et qui sait très bien qu'il est fini au niveau politique. Alors, il a deux scénarios, à mon avis. Le scénario dont il rêve vraiment, c'est qu'on mette tant et tant d'horreur à Gaza dans l'espoir d'internationaliser le conflit, c'est-à-dire qu'il y ait une grande guerre, et c'est pour lui, il l'a toujours rêvé, c'est d'essayer d'entraîner les États-Unis à bombarder l'Iran. Parce qu'il croit que l'Iran ne respecte pas, que l'Iran travaille à la bombe nucléaire. Et si vraiment il y avait dérapage et un dérapage qui entraînerait une guerre mondiale, Netanyahou serait l'homme le plus heureux. Et comme ça, il peut se dire, voyez-vous, j'ai réussi à déclencher une guerre et à bombarder l'Iran. Entre autres, parce que on parle de bombarder l'Iran, ça peut être aussi bombarder le Hezbollah, bombarder la Syrie, et tout ce qu'on a bombardé le Yémen, les Houthis du Yémen, Ansarullah, c'est-à-dire bombarder l'axe, ce qu'on appelle en arabe l'axe de résistance. Alors, quand je dis ça, honnêtement, je ne suis pas antisémite du tout. On peut être solidaire non seulement des Juifs de France, puisque je vis en France, mais des Juifs dans le monde entier. Mais là, permettez-moi de vous rappeler qu'il y a beaucoup de Juifs de par le monde qui s'opposent à ce qui se passe à Gaza. Donc, on ne peut pas dire automatiquement et d'une manière catégorique et expéditive,
voilà, vous êtes antisémite. Non. Et puis, permettez-moi aussi de rappeler que la majorité des populations du monde arabe sont sémites, hein, juifs et arabes, selon même le Coran, la Torah et les livres sacrés, sont des frères. Nous sommes tous issus d'Abraham, n'est-ce pas? Isaac et Ismaël sont frères. Donc, c'est très facile de dire que les Arabes sont antisémites, les musulmans sont antisémites. Non, il faut appeler un chat un chat. Moi, je peux être solidaire des Juifs du monde entier, je respecte le judaïsme comme religion, mais je dis stop là. Là, il ne s'agit pas de sémitisme, antisémitisme, pas du tout. Là, vous commettez des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, et jour après jour, comme je l'ai tweeté, hein, tout ça prend l'allure d'une épuration ethnique. Non seulement d'une épuration ethnique, mais poussée jusqu'au bout d'un véritable génocide. On me dit, halte là, M. Taon, génocide, c'est un terme réservé d'abord à la Deuxième Guerre mondiale aux Juifs de la Shoah, et même pour les Arméniens, mais les Arméniens sont encore contestés par certains spécialistes que ce ne fut pas un génocide. Il faut garder le terme de génocide à la Shoah et au pogrom juif de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, enfin, c'est peut-être un problème sémantique qu'il faudrait préciser les termes. Mais alors, trouvez-moi le terme précis, exact, qui décrit les horreurs commises par l'armée israélienne dans Gaza ou en Cisjordanie. Alors, passons, j'ai un peu survolé, comme on dit, certaines questions, mais venons, par exemple, à des choses plus pointues. Qu'est-ce qui reste des immeubles de l'habitat, hein, de Gaza Nord? Alors, on nous dit, oh là là, nous, on est très moraux. On avertit les gens avant de bombarder. Faux. On a bombardé beaucoup d'immeubles sans avertir les gens. Ou alors, à la dernière minute, ces gens-là n'avaient pas le temps de sortir. Maintenant, ça, c'est, soyons clairs. La deuxième chose, voyez-vous, c'est, on leur dit, quittez le nord, on va nettoyer le nord. Hein? Enfin, nettoyer le nord, on peut nettoyer, mais sans détruire 50% de l'habitat. Hein? Mais Israël, justement, ne veut pas perdre beaucoup d'hommes, donc on a procédé à trois sortes de bombardements. Le bombardement aérien, là, au troisième jour de la guerre, il y a eu un pont aérien, les Américains ont livré à Israël des missiles qui, qui étaient beaucoup plus puissants, qui pouvaient aller profond dans la terre pour détruire les tunnels. Hein. Alors, donc, il y a eu un bombardement aérien. Alors, on nous dit c'est chirurgical. Non, non, mais arrêtez. Ah, comment c'est chirurgical et ça ne fait qu'abattre des pâtés de maison? Non, vous voyez, personnellement, je vous dis honnêtement, hein, les Juifs du monde entier devraient arrêter Israël parce que ça nuit à l'image du judaïsme, d'une part. Et puis, si vraiment Israël veut la paix, c'est pas en procédant à cela qu'elle va réussir à faire la paix. Continuons. Donc, à part les bombardements aériens, hein, il y a eu la flotte israélienne qui bombardait par la mer. Hein, toute la côte a été bombardée et il y a eu même des ressortissants américains qui ont été contactés par téléphone, leur disant d'aller vers l'Égypte, n'est-ce pas, le passage de Marbar de Rafah, pour rentrer aux États-Unis. Ces gens-là ont été mitraillés, canardés, comme on dit familièrement, comme des lapins, par voie maritime. Voyez-vous, c'est
Donc, le deuxième bombardement par mer. En plus, plus l'armée israélienne avançait, plus l'artillerie lourde aidait cette avance et, on peut dire, détruisait les immeubles, tirait sur tout ce qui bouge. Et une fois l'artillerie a fait ce bombardement au préalable, n'est-ce pas? D'abord, on a eu après les tanks. Alors, quand vous voyez ce spectacle, c'est des bombardements loin d'être chirurgicaux. Ce sont des bombardements aveugles. Moi, je vous dis, je suis le premier à condamner tout acte horrible qui vienne qui vienne, comment dire, que ce soit des uns ou des autres. Une guerre doit être menée avec morale. Alors, s'il y a eu des erreurs du côté des Palestiniens, il y a un problème de proportionnalité. Admettons, n'est-ce pas, que tout ce qu'on nous dit sur le 7 octobre ait été entaché d'actions violentes, comme on dit, terroristes, entre guillemets. Admettons, hein, je vous dis, d'une manière hypothétique, hein, c'est peut-être vrai, mais est-ce que ça méritait, n'est-ce pas, hein, qu'on détruise toute la bande de Gaza? Est-ce que ça méritait qu'il y ait, jusqu'à aujourd'hui, 5000 enfants tués, outre les enfants qui sont sous les décombres? Les femmes également, qui avoisinent je crois, dans les statistiques, 3000 et plus. Et les hommes, donc, ça fait beaucoup, beaucoup de morts, et ne parlons pas des blessés. Donc, la règle de cette proportionnalité, je suis sûr que dans le peuple, chez le peuple israélien, il y a des hommes justes et qui voient où les emmène Netanyahou et qui ne sont pas d'accord avec lui et qui ne sont pas d'accord, n'est-ce pas, qu'il sacrifie, qu'il est prêt à sacrifier les otages militaires et civils pour rester au pouvoir et pour satisfaire son aile d'extrême droite. C'est inadmissible. Et là, je vous dis, on ne peut pas dire que tous les Israéliens soient d'accord avec les crimes qui sont commis à Gaza ou en Cisjordanie. Personnellement, je ne le pense pas. Et je dirais même plus en disant qu'on rend dans nos médias un mauvais service à Israël en étant moins objectif quand on analyse les faits de Gaza. Parce qu'à la longue, vous allez créer un ressentiment chez le peuple français qui dit, mais enfin, dites-nous la vérité, soyez un petit peu plus objectif. Dites-moi pourquoi, à chaque fois qu'il y a une discussion quotidienne sur les plateaux des chaînes d'information, on a très rarement vu des spécialistes palestiniens ou d'origine arabe, ou même français, je dirais de souche, comme certains le disent. Mais j'aime pas beaucoup ce terme. Moi, je me considère français, même si je ne suis pas de souche, entre guillemets. J'ai servi l'État français 40 ans. Alors, pourquoi on n'invite pas des journalistes qui peuvent apporter un autre son de cloche sur ces plateaux-là? On n'a pas. Parce que De Villepin, l'ex-premier ministre, a fait une analyse objective. Il y a eu, dans les médias français, une levée de bouclier contre lui. À la limite, en poussant un peu, on allait dire « Ah oui, c'est un antisémite ». Et de plus en plus, on vous dit « Ah oui, mais vous savez, les gaullistes… » Alors, on vous montre dans les archives une déclaration du général de Gaulle qui dit que le peuple juif, les Israéliens sont élitistes, c'est une élite. Et
on vous dit, en gros, on sous-entend que tout ce discours-là trahit un sentiment antisémite caché. Personnellement, je ne le pense pas. Je vous dis, C'est l'étiquetage, oui. Critiquer n'importe quoi dans ce monde, vous pouvez dire Dieu comme ça, un prophète est un pédophile, brûler un livre saint, etc. Mais vous n'êtes pas autorisé à critiquer Israël. C'est la démocratie occidentale, hein. C'est la démocratie occidentale. Mais Bassem Tahan, j'aimerais bien préciser quelque chose. Plusieurs observateurs, plusieurs pro-israéliens disent que vous, les intellectuels arabes et musulmans, vous n'avez pas le droit de critiquer l'action de l'armée israélienne, de qualifier son action qui entre dans ce droit de défense, hein, ce droit illimité de défense, etc., comme un acte barbare, illégitime, crime de guerre, etc. Mais vous étiez où, par exemple, pour critiquer les crimes de Mohammed Ben Salman et Mohammed Ben Zayed contre la population yéménite, lorsqu'ils ont exposé les enfants de Yémen vers les famines, alors, les, alors, alors, les maladies. Vous étiez où lorsque Bachar el-Assad a bombardé son peuple avec l'arme chimique, etc. alors, voyez-vous, s'il vous plaît, pour ce qui est de l'affaire chimique en Syrie, j'espère qu'on consacrera une séance à part entière sur cette affaire-là. C'est trop compliqué à expliquer. Je promets à ceux qui nous suivent, dans une autre vidéo, d'aborder ce problème-là, honnêtement. Mais venons à ce que vous avez soulevé. Où est-ce que j'étais quand il y a eu la guerre du Yémen? J'étais tout au début à Radio Monte-Carlo, en arabe, et j'ai eu un débat avec le journaliste Khashoggi, qui a été, comme on le sait, éliminé en Turquie, selon toute vraisemblance, par une équipe envoyée par le Royaume saoudite. En discutant avec M. Khashoggi, et vous pouvez vous reporter à ce débat, hein, je lui ai dit, c'est inadmissible qu'on bombarde ainsi le Yémen et à quoi ça mène tout cela. Lui, à l'époque, voyez-vous, rêvait de créer une sorte d'OTAN, l'OTAN, hein, arabe, musulman, pour, en gros, parce que lui, c'était un frère musulman, hein, il le niait, il disait qu'il n'était pas frère musulman, mais en fait, il l'était. Hein. Son programme, c'était d'envoyer des djihadistes pour neutraliser Assad en Syrie, pour éliminer le Hezbollah au Liban, une sorte de scénario où on aurait une armée pan-islamique et pan-arabe pour installer un islam radical et en même temps les frères musulmans, ils ont été instrumentalisés par les Américains. Même maintenant, la filtration de l'information, cette comité de coordination constitué par Qatar, l'Émiratie, la Turquie, l'Arabie saoudite qui ont financé. Mais Obama, Obama, c'est lui qui a fait l'idée. En plus de ça, il y avait ce projet Hollande. Il ne faut jamais oublier ce projet Hollande qui a été présenté par un Israélien qui s'appelle Hollande. Il a travaillé comme conseiller de Benjamin Netanyahu dans les années 90 pour, je m'excuse, pour déstabiliser les pays de ceinture de la côté israélienne et tout. Il ne faut jamais oublier ça. C'est vrai, il y avait des plans américains dans les tiroirs et qu'ils ont sortis. D'ailleurs, beaucoup de généraux américains l'ont dit. Ils étaient étonnés à la sortie d'une réunion de savoir
qu'il fallait détruire les pays de l'axe du mal. La Syrie en faisait partie, n'est-ce pas? Bon, tout cela, évidemment, nous ramène à cette politique américaine dont l'instrument au Proche-Orient est Israël. Hein. C'est pour cela qu'Israël, à mon sens, ne connaîtra jamais la paix, parce que chaque fois que les Américains ont un projet pour le Moyen-Orient, ils utilisent Israël. Hein. Souvenez-vous de la guerre de 1956, la guerre du Canal. Là, ce n'étaient pas les Américains qui avaient utilisé Israël, c'était les Anglais et les Français dans la guerre du Canal, et c'est à partir de cette date que Israël a eu, n'est-ce pas, l'eau lourde pour faire sa bombe nucléaire. D'ailleurs, Israël ne dit jamais disposer de têtes nucléaires, alors que c'est un secret de polichinelle. Israël a au moins 250 têtes nucléaires et elle peut, dans n'importe quelle guerre, les utiliser, n'est-ce pas, si il est acculé. C'est pour cela que Netanyahou, bon, rêve d'une guerre régionale où il éliminerait le Hezbollah, comme je vous ai dit, tout l'axe de la résistance. D'ailleurs, le printemps, soi-disant arabe, était soutenu également par Israël. Il y a des blessés de Al-Nusra et même de Daesh qui ont été soignés dans les hôpitaux israéliens. Et ça, ce n'est pas par la morale de l'armée israélienne. Non, c'est pour des buts politiques. C'est clair. Donc, si vous voulez, pour revenir à Gaza, hein, parce que notre sujet est vraiment Gaza, c'est-à-dire, on en est où là? On lance une offensive terrestre, mais sans aucun but politique. On ne voit pas ce que veut faire Netanyahou et son gouvernement. D'ailleurs, il y a eu des déclarations étonnantes qui ont choqué tout le monde quand un ministre dit qu'il faut utiliser une bombe nucléaire pour supprimer tous les Gazaouis. Hein? C'était dit ça. Et là, hein, c'était une preuve hein, qu'Israël détenait des bombes nucléaires, puisque le ministre en parle. Et là, Netanyahou a été obligé de rappeler à l'ordre son ministre en lui disant qu'il était allé trop loin. Voilà, voyez-vous. Maintenant, la morale, est-il morale de traiter son ennemi de chien? Ce sont des chiens et pas des humains. Tout ça à cause du 7 octobre. Je vous dis encore une fois, qu'il y ait eu des erreurs le 7 octobre. Moi, je vous dis, je l'admets, il y a eu des erreurs. Mais dans la proportionnalité, est-ce que hein, ce qui a été fait le 7 octobre équivaut hein, à près de 40 000 blessés, hein, plus de 10 000 morts, des gens sous les décombres, occupation, transfert de population, tout ça, c'est un transfert de population. Dans les guerres, on n'a pas le droit de transférer une population d'une région à une autre pour la vider, soi-disant, on veut lutter contre Hamas. Alors, n'oubliez pas, là, les gens qui se sont orientés vers le sud, voyez-vous, en écoutant les Israéliens, quand on voit au niveau statistique, plus du tiers des gens qui ont été bombardés et décédés hein, sont dans le sud. Alors, comment ça se fait? Donc, ces couloirs humanitaires n'étaient pas des couloirs humanitaires à proprement parler. On laissait les gens passer pour les bombarder après. Maintenant, ça de manière générale. Venons au problème de la liberté de l'expression. Il est immoral d'interdire à un journaliste de faire son boulot. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a assassiné des journalistes de différentes agences, que ce soit d'Al Jazeera, que ce soit de Reuters, que ce soit d'autres. Pire, ce ne sont pas simplement les journalistes qui ont été assassinés.
c'est également leur famille. Et quand on fouille dans la presse israélienne, vous avez des déclarations, on vous dit, oui, oui, nous persistons et signons que on a éliminé la famille de tel journaliste. Et ce n'est pas le premier. Il y a eu plusieurs journalistes dont les familles ont été carrément éliminées pour faire pression sur le journaliste pour qu'il se taise. Alors, excusez-moi, là, c'est pas moral du tout. Vous voyez, moi, j'ai un profond respect des valeurs religieuses des trois monothéismes, que ce soit le judaïsme qui a précédé le christianisme qui a précédé l'islam. Hein. Mais dites-moi, dans quel livre sacré de ces trois monothéismes, on a le droit de commettre ce que commet l'armée israélienne à Gaza ou en Cisjordanie? Hein. C'est immoral. Là, je viens de lire aujourd'hui qu'une fois entré dans les hôpitaux, d'ailleurs, il y a eu combien d'hôpitaux bombardés et mis hors service? Mais il y a au moins une trentaine, au moins. Oui. Maintenant, quant à Shifa, hein, je reviendrai sur Shifa d'une manière détaillée. Mais on nous a dit qu'il y a eu comme une sorte d'encerclement d'Ashifa et on a même transporté des cadavres hein, dans les, je ne sais pas comment on appelle ça, les frigidaires de l'hôpital qui conservent les cadavres. Ils les ont peut-être emmenés comme une monnaie d'échange pour les otages. Mais ça ne se fait pas. Hein. Mort. Il y a un respect, un respect de la mort. Ils ont volé les cadavres qui les ont dépouilles. été dans le mort. Dans le mort, oui, oui. Vous voyez, donc ça, par exemple. Alors, on a parlé des hôpitaux. Je reviendrai aux hôpitaux d'une manière plus détaillée à propos de Shifa parce que c'est un gros morceau à Shifa. Mais regardez, par exemple, est-ce que l'armée israélienne, dans cette offensive terrestre, a respecté les maisons de Dieu, comme on dit? Non, puisqu'il y a eu je ne sais combien de mosquées de rasées. Hein. Il y a eu même un soldat israélien qui a hissé le drapeau d'Israël sur le minaret d'une mosquée. Mais ça veut dire quoi? On transforme cette guerre, n'est-ce pas, en guerre de religion. Non seulement les édifices musulmans ont été rasés, souillés, mais également, vous savez, une des plus vieilles églises du IIIe siècle, hein, l'église de Gaza, là non, il y a... Et alors après, quand on parle de ça, on nous dit non, 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 vous vous trompez, Tsahal, n'est-ce pas, le nom de l'armée israélienne, est l'armée la plus morale. Hein. Je vous dis, moi, je veux bien croire que Tsahal est l'armée la plus morale. J'ai rien, mais dites-moi en quoi c'est moral. Hein. Vous voyez? Alors, elle est peut-être très morale pour certains, mais alors ces gens-là, qu'ils me disent comment ils expliquent ces comportements immoraux, que ce soit dans Gaza, que ce soit en Cisjordanie. Donc, il y a eu des symboles religieux, et pas uniquement des symboles, des choses matérielles. Hein. Et puis, tout le monde sait que ces réfugiés se sont regroupés dans ces lieux, croyant que c'est la maison de Dieu, et qu'on ne touchera pas par respect pour la religion. Eh bien non. Ces endroits ont été touchés. Et il y a eu tant et tant de morts dans la périphérie de chaque église, dans la périphérie de chaque hôpital, dans la périphérie ou à l'intérieur de toutes les écoles de l'UNRWA, des écoles aidées par les Nations Unies pour ce pauvre peuple palestinien qui est sans État depuis 1948. Hein. Alors, on nous dit, vous voyez aussi un trait de la morale politique, on nous dit, mais pourquoi les Arabes ne prennent pas ces Gazaouis chez eux? Le monde arabe est grand, il y a je ne sais combien d'États
ça leur coûte quoi de prendre tous ces Palestiniens, de les admettre, de leur donner la nationalité, et puis l'affaire est close. Oui, mais alors si on fait cela, c'est quoi? On prive ces gens-là du droit au retour à leur pays, à leur terre. Pourquoi? Pour les beaux yeux des Israéliens? Mais ça ne tient pas debout, enfin. Ça ne tient pas debout. Imaginez remplacer le peuple palestinien par le peuple israélien. Si le peuple israélien vraiment avait une terre depuis tant et tant d'années, hein, est-ce qu'on pouvait permettre à n'importe quelle puissance au monde de chasser ces Israéliens et d'installer un nouveau peuple à la place? C'est impossible. Donc alors pourquoi vous trouvez ça tout à fait normal pour le peuple palestinien? Pourquoi pendant 30 ans, on a eu de cesse de construire des colonies en Cisjordanie, hein, et tout le monde a fermé les yeux? Pourquoi on n'a pas appliqué l'accord d'Oslo? Pour moi, l'accord d'Oslo était une grave erreur commise par Arafat, hein, parce que cet accord n'était pas précis, hein. Mais ce n'est pas parce qu'il n'était pas précis que, au niveau juridique, les gouvernements qui se sont succédés à la tête d'Israël avaient le droit de, petit à petit, ronger la Cisjordanie de manière à un jour l'annexer, hein, voyez? Et il y a eu des résolutions des Nations Unies, mais Israël n'a jamais pratiquement respecté les résolutions des Nations Unies. Vous voyez? Alors, moi, je vous dis, je suis un homme honnêtement de paix. Moi, je suis pour la paix avec Israël, mais une paix juste, une paix juste. Une paix. Pourquoi jusqu'à maintenant le Golan est annexé? De quel droit? De quel droit, hein? Alors, on nous dit, ben, c'est tout bête, on a voté au Parlement et le Parlement a dit oui, on annexe le Golan. Alors demain, moi, je vote au Liban, à Damas ou au Caire, au Parlement, l'annexion carrément d'Israël ou de notre pays. Mais c'est quoi ça? Enfin, c'est à mourir de rire. Et pourquoi on admet tout ça? Parce que il y a le complexe de culpabilité, euh, parce que pour la Shoah. Mais c'est vrai, mais je rappelle, mais les Arabes et les musulmans n'y étaient pour rien dans cette Shoah, n'y étaient pour rien. Au contraire, ce monde arabe a été un refuge pour beaucoup de Juifs, hein, et parmi ces Arabes, il y a des justes, hein. C'est d'ailleurs comme un rite maintenant en Israël, on déclare juste celui qui a caché des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors je crois qu'il y a beaucoup de justes dans le monde arabe qu'on n'a pas déclaré comme justes en Israël, parce qu'ils ont reçu beaucoup de, euh, de Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et je remonterai même plus haut. Quand Isabelle la catholique, en Espagne, a persécuté les Juifs, hein, et a obligé le grand rabbin d'Andalousie à se mettre à genoux devant une croix pour l'humilier, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu, dans l'histoire de cet Occident, un antisémitisme. Mais nous, on n'est pas responsable de cet antisémitisme. Ça colle à la peau, n'est-ce pas, de certains Européens dans leur histoire. Je vous dirais, moi, autre chose. Enfin, à cette période-là d'Isabelle la catholique, où sont partis les Juifs? Ils sont partis en Turquie actuelle. Ils sont partis dans le monde arabe, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, au Proche-Orient, de manière générale, et où ils ont été respectés. D'ailleurs, il y avait une radio qui diffusait dans l'espagnol de l'époque où les Juifs espagnols ont quitté l'Espagne, ont été obligés de quitter l'Espagne, voyez, qui diffusait dans le monde arabe. C'est très difficile aujourd'hui d'admettre la déclaration de certains hommes politiques. Si vous ne soutenez pas Israël, vous êtes antisémite. En gros, c'est ça. Docteur Bassem, Excusez-moi, oui, je ne suis pas antisémite et je peux dire que
Israël peut commettre des fautes, hein, le monde arabe peut commettre des fautes, les Palestiniens peuvent commettre aussi des fautes, et à la limite, je suis enclin à excuser parfois les Palestiniens, vu leurs conditions de vie et leur histoire depuis 1948. Par contre, je dirais, je serais plus sévère pour Israël. Pourquoi? Et parce que c'est une démocratie. Hein? Vous dites que Abbas n'est pas démocrate, que c'est un mauvais président. Très bien. Alors vous êtes une démocratie. Alors comment dans votre démocratie vous vous autorisez à commettre ce que vous faites en Cisjordanie? On n'a pas parlé beaucoup de la Cisjordanie. Vous voyez, on s'est concentré sur Gaza. La Cisjordanie aussi, pour ne pas être trop long, se révolte aujourd'hui par solidarité avec Gaza, n'est-ce pas? Et l'idée qui trotte dans la tête du gouvernement israélien, c'est l'annexion. Alors, ils en ont parlé aux Américains, mais les Américains leur ont dit hey, mollo, mollo, comme on dit familièrement. Et ils ont parlé aussi de l'autre scénario, de vider Gaza de ses habitants. Là aussi, on leur a dit vous savez, l'Égypte est un pays ami, il a signé la paix avec Israël, la Jordanie a signé la paix dans l'accord de Wadi Araba. Vous ne pouvez pas dire la Palestine c'est la Jordanie, on va les chasser vers la Jordanie et les autres vers le Sinaï. Tout ça, ce sont vraiment des scénarios expansionnistes inadmissibles, mais c'est inadmissible. Un dernier mot, si vous voulez, sur Ashifa. On nous a tellement parlé de cet hôpital à Shifa qui avait le quartier général du Hamas. Rappelons que cet hôpital de Shifa, les Israéliens le connaissent très bien, puisqu'ils y étaient avant l'évacuation de Gaza par Ariel Sharon, voyez-vous. Donc, ils connaissent Al-Shifa. Alors, dites-moi, puisqu'ils connaissent cet hôpital, hein, comment ils vont prouver au monde qu'il y avait un quartier général? Ils l'encerclent, personne ne peut entrer. Par contre, ils font entrer des armes hein, et ils disent que c'était là. Alors, un petit détail. À côté d'un appareil, d'un scanner, un IRM, d'habitude, on ne met pas d'objet métallique. Parce que si on met un objet métallique, ça crée des parasites dans l'enregistrement. Hein? Donc là, franchement, la mise en scène est un peu fausse. Il ne vient pas à l'esprit de mettre un Kalachnikov à côté de l'appareil. Vous voyez, plus qu'on a montré, parce qu'ils n'ont pas fait attention, les Israéliens, il y avait des caméras qui fonctionnaient, les Palestiniens ont récupéré les enregistrements des caméras et ils ont montré des choses qui étaient portées par certains soldats, comme des sacs à dos avec des choses très précises qu'on revoit après dans le film de mise en scène, que comme quoi il y a des armes. Pour le moment, les preuves ne sont pas convaincantes. Et comme ils connaissent, alors il faut bien maintenant que Netanyahou montre à son peuple qu'il a vengé Israël. Parce qu'en fait, ce n'est pas une histoire comment, de guerre comme ça imposée. Non, c'est une vengeance. Tout prend l'allure d'une véritable vengeance contre les Gazaouis. Ah. C'est J'ai tweeté, vous voyez, j'ai tweeté, permettez-moi, terminer par un mot. J'ai tweeté, moi, je le dis franchement, j'ai dit j'ai mal à ton cœur, Israël, pour montrer hein, que nous, on n'est pas antisémites et que nous, on respecte encore une fois le judaïsme. Mais ce que fait Netanyahou n'a rien à voir, n'est-ce pas, avec cette morale judaïque. Ça explique pourquoi il y a tant et tant de rabbins orthodoxes dans le monde qui disent, qui condamnent ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie et qui veulent la paix. Mais malheureusement, ces gens-là ne sont pas écoutés. Ils ne sont pas écoutés. Et pourquoi alors? Dites-moi pourquoi
sur un plateau d'une chaîne d'information française, on n'invite pas un rabbin de ceux qui manifestent contre cette guerre-là. On l'invite qu'il s'exprime. Hein? Non, on invite que des gens qui respectent la ligne rédactionnelle. Il faut soutenir Israël à tout prix. Je dis à ces journalistes, vous rendez un mauvais service à Israël avec tout ce soutien qui parfois n'est pas objectif. Vous faites du mal à Israël. Et plus vous détruisez, hein, plus Israël détruit à Gaza ou ailleurs, plus elle crée, elle sème dans la psyché de ses enfants, hein, qui ont vu ces horreurs, un esprit de revanche, de résistance. Oui. Ma dernière question, il nous reste presque 6 minutes. Est-ce que vous avez remarqué le changement dans les positions de quelques politiciens occidentaux, hein, surtout Canada, les États-Unis, la France, La aussi Norvège, la surtout, Norvège, l'Hollande? Oslo, Oui, oui, oui. l'Allemagne. Et d'après vous, est-ce que Israël va bénéficier encore de l'impunité? Parce que Israël, il a profité, il a instrumentalisé l'impunité et l'impunité, cette protection américaine. Il va encore utiliser ça pour continuer ses crimes, continuer l'agression de la population civile Oui, palestinienne à Gaza. engagés comme ils l'ont fait maintenant, et après avoir pris pratiquement tout le nord, même s'il y a des poches de résistance très actives, hein, je crois aussi qu'Israël cache le nombre exact des blessés, des morts dans cette offensive terrestre, hein, parce que Netanyahou a peur, encore une fois, de toute l'opposition israélienne contre lui, et qui lui demande des comptes à rendre, soit pour le 7 octobre, comment il n'a pas pu défendre ses frontières, soit dans cette opération où il y a beaucoup de morts des deux côtés, enfin surtout du côté palestinien, puis on ne voit pas d'issue politique. Il va où, hein? Bientôt, il va continuer. Moi, Au niveau je crois qu'il va international, continuer. et au niveau Allez-y. international, est-ce qu'il y aura, On, d'après vous, du changement? Parce que maintenant, les Américains, les Occidentaux ont été piégés par Benjamin Netanyahu. Ils ont été instrumentalisés et considérés comme des complices pour ces crimes de guerre parce qu'ils ont donné un feu vert pour vous savez le président Macron a mis un peu de l'eau dans son vin et il a dit ouvertement qu'il fallait arrêter de bombarder les enfants et les femmes. Ceci dit, il a eu une mise au point de Netanyahou qui était sévère à l'encontre de notre président Macron. Pour répondre vraiment à votre question, moi je crois que les maîtres du jeu, ce sont les États-Unis. L'Europe ne compte pas. Hein. Aucun pays au monde ne compte dans cette balance. Pourquoi les États-Unis? Parce qu'ils ont plus des dizaines de bases au Proche-Orient qui entourent l'Iran. Ils ont des bases, ils ont envoyé leur flotte. Hein. Donc, qui ose s'opposer à cette politique? Regardez les décisions de la Ligue arabe. Hein. Il n'y a eu aucun mécanisme réaliste pour appliquer quoi que ce soit. Ils ont pris des recommandations, mais rien, c'est demeuré lettre morte, comme on dit. Ça n'a pas été appliqué. Hein. Et ça, ce sont les gens, disons, entre guillemets, les plus proches des Palestiniens. Maintenant, quand les États-Unis envoient des porte-avions face au Liban, ça veut dire tout simplement qu'on va laisser faire Israël ce qu'il veut faire, aller dans le sud de Gaza, et essayer de continuer cette politique de terreur que je déplore. Hein. Je vous dis, si Israël veut la paix vraiment, hein, il y a sûrement des Israéliens qui veulent la paix, qui en ont marre. Ce n'est pas comme ça qu'on s'y prend, parce qu'on sème la haine, encore une fois.
vous détruisez Hamas. Vous ne pouvez pas détruire Hamas. Hamas est une idée. Ah, on ne peut pas détruire une idée. Et plus vous vous comportez de la sorte, plus vous renforcez cette idée, non seulement chez des Palestiniens, mais chez d'autres Arabes, d'autres musulmans, d'autres du monde entier qui seront prêts à venir et à se battre pour le peuple palestinien. Donc, est-ce que l'Occident va pouvoir, par des pressions diplomatiques, arrêter cette offensive terrestre? Je ne le pense pas. Preuve en est que depuis des semaines, vous l'avez remarqué, les gens crèvent de faim, de soif, hein. Des bébés dans les couveuses sont décédés parce qu'il n'y a plus de pétrole pour les générateurs d'électricité, n'est-ce pas? C'est pareil pour les gens malades, les maladies chroniques de dialyse des reins, tout ça, voyez-vous, et personne ne bouge. Hein. Il y a quoi? 10 camions qui entrent par jour, alors qu'en temps normal, il y avait 500. Hein. Alors, ça passe au compte-gouttes. Par contre, ceux qui débarquent en Israël comme aide financière, militaire, ça n'a rien à voir. Il y a un pont aérien, les Américains, comme d'habitude, les Européens qui sont en première ligne vont se déshonorer avec ce soutien, mais les Américains, je vous dirais, s'en fichent. Ils sont là, comme dans d'autres guerres. Regardez l'Ukraine, c'est pareil, les Européens n'ont pas cessé d'aider l'Ukraine, on est en première ligne, les Américains sont derrière pour tirer les marrons du feu, dans l'objectif de casser le russe. Voilà. Alors, un message de paix. Hein. Vous savez, j'ai toujours essayé dans ma vie d'être très objectif vis-à-vis de ce conflit israélo-palestinien. Quand on a assassiné Isaac Rabin, j'ai eu mal au cœur parce que c'est un grand homme qui voulait la paix. Puisse le Dieu d'Israël envoyer en Israël un homme de la trempe d'Isaac Rabin pour signer une paix globale et permettre à tous ces juifs d'origine arabe ou qui vivaient dans le monde arabe de revenir dans le monde arabe. Nous, on n'a rien contre eux. Hein. Honnêtement, ceux qui font la propagande de ce grand Israël, en fait, vont pousser Israël à se rétrécir comme une peau de chagrin. C'est pas par ces guerres qu'Israël va connaître la paix. Et les prochaines attaques contre Israël, avec tout ce que fait Israël aujourd'hui à Gaza et en Cisjordanie, vont être beaucoup plus puissantes parce que c'est une mauvaise politique. Il faut enterrer l'âge de guerre et s'orienter vers une paix globale. Ce sera ma conclusion. Merci beaucoup sur ce message de paix. On termine avec vous, Dr Bassem Tahan. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. À la prochaine rencontre. À la prochaine. On continue ensemble vers la vérité, Salam. pour la vérité, rien que pour la vérité. Au revoir, Dr Bassem Tahan. Au revoir.